Bonjour à tous et à toutes, c'est Sylvain du Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Depuis 1958 et la mise en place de la Ve République, la Constitution a été modifiée à 24 reprises, progressivement. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son programme, proposait justement une nouvelle modification de la Constitution. Aujourd'hui, faisant le constat d'une crise démocratique, des partis, mouvements proposent, un changement total de la Constitution. Les modalités pratiques et les ambitions derrière sont évidemment très variées. Dans cette première série d'épisodes, on s'intéresse à plusieurs de ces mouvements, leur diagnostic de la situation et leurs propositions, afin de voir ce qui les rapproche et les différencie. C'est dans ce contexte qu'on reçoit aujourd'hui Jacques Nikonov, qui se consacre depuis 2019 à la dynamique populaire constituante. Jacques Nikonov, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je vous laisse vous présenter quelques minutes. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme ouvrier, soudeur à La Courneuve, chez Norton, une grande entreprise. J'ai été militant de la CGT et du Parti communiste. Et je suis resté une dizaine d'années. J'ai été licencié, j'ai connu le chômage. Et pendant, j'ai trouvé un emploi pour m'occuper des jeunes en difficulté d'insertion, en échec scolaire. Et puis, la gauche a mis en place la troisième voie du concours de l'ENA, ouverte aux syndicalistes et aux mutualistes, pour ouvrir le recrutement de la haute fonction publique. Et donc j'ai postulé au concours, je me suis préparé, j'ai loupé le premier concours, je l'ai eu au second coup, après une préparation à l'université où j'avais passé l'examen spécial d'entrée à l'université pour les non-bacheliers, à Sciences Po, au Conservatoire national des arts et métiers. Bref, donc j'entre à l'ENA, je fais mes 3 ans et je sors à la Caisse des dépôts où je vais occuper différents postes de responsabilité et notamment celui de représentant de la Caisse des dépôts aux États-Unis, tout en étant attaché financier à New York pour le Trésor. Et cette deuxième carrière, disons, s'est interrompue à la suite de divergences que j'ai eues avec mon employeur autour des fonds de pension, puisque à New York, j'avais beaucoup travaillé sur la finance, évidemment, c'était mon métier à l'époque, et sur les fonds de pension, et j'avais annoncé que je publierais le premier livre en France sur les fonds de pension américains pour expliquer la nocivité de cette formule. On m'a interdit de le faire, je l'ai fait quand même, et donc nous avons eu quelques différends qui se sont soldés devant le Conseil d'État pour abus de pouvoir. J'avais engagé un recours, mais avant d'en venir jusque-là, la Caisse des dépôts m'a proposé un accord amiable, et j'ai accepté de partir à l'université comme professeur associé à l'Institut d'études européennes de l'université Paris 8, et c'était la troisième grande partie de ma carrière professionnelle. Sur le plan politique, je l'ai dit, j'ai été membre du Parti communiste et de la CGT, je suis toujours membre de la CGT, je ne suis plus membre du Parti communiste parce que j'estime que le Parti communiste a failli à sa mission, ne sert plus à rien à part des commémorations et la nostalgie de beaucoup de ses membres. Et donc, j'ai arrêté la politique pendant ma période de haut fonctionnaire. Je l'ai reprise en rentrant des États-Unis. J'ai créé l'association Un travail pour chacun parce que je me suis rendu compte à quel point le chômage était absolument fondamental dans la dégradation de la situation sociale, économique, morale du pays. Et puis, on m'a proposé de participer à la fondation d'Attac, dont j'ai été le président pendant le référendum de 2005 sur
le traité constitutionnel européen que nous avons gagné, le non a gagné. Et puis j'ai créé, parce que il fallait une traduction politique, j'ai créé avec des amis le mouvement politique d'émancipation populaire, et puis le parti de la démondialisation. Et maintenant, je travaille dans la continuité de mes engagements avec des collègues de Paris 8 et d'anciens étudiants de cette université à la dynamique populaire constituante, qui est finalement l'analyse que je tire de ma vie professionnelle et politique. Autrement dit, il faut refonder la République, refonder l'organisation sociale, les institutions. Alors, donc aujourd'hui, vous proposez un changement de la Constitution pour que tout le monde ait je dirais le même niveau d'information et la même vision des enjeux et de ce qui vous incite aujourd'hui à proposer ce changement. Est-ce que vous pourriez expliquer finalement, enfin, quel est le rôle d'une Constitution? Alors peut-être à la fois la vision qu'on en a à l'heure actuelle dans la société, et puis vous, la manière dont vous la concevez au sein de la dynamique populaire constituante. Alors, il y a différentes conceptions de ce qu'est une constitution. Il n'y a pas de définition communément admise. Ce qui revient le plus souvent, c'est que la constitution sert à l'organisation des pouvoirs, à la séparation des pouvoirs, à leur organisation, leur articulation. Personnellement, je ne partage pas ce point de vue. Je ne partage pas non plus le point de vue qui est défendu par Napoléon Bonaparte, qui explique que une constitution doit être courte et obscure. Et donc, alors, à quoi sert une constitution? Eh bien, à mon sens, comme d'ailleurs dans la tradition révolutionnaire de 1789, puisque c'est là que démarrent les processus constituants, une constitution doit se consacrer essentiellement à l'organisation des droits naturels déclarés. C'est-à-dire, toute la constitution doit se porter sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire faire en sorte que les droits humains, naturels, universels soient non seulement inclus dans la Constitution, ils le sont déjà, mais qu'ils provoquent des effets, des obligations pour l'État avec un objectif de résultat. Voilà, tout le débat est là. Il était déjà là en 1789, à partir de 1789, pendant tout le processus révolutionnaire. Ce débat est toujours le même. La classe dominante ne veut pas la reconnaissance effective des droits universels. Et donc concrètement, enfin pour se faire une idée, qu'est-ce que vous appelez les droits naturels? Quels sont-ils à l'heure actuelle? Les droits, tout ça a été élaboré en 1789 et est contenu dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, complétée par celle de 1793. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la sûreté, et puis la classe dominante a ajouté la propriété. Mais la propriété n'est pas un droit universel, naturel, parce que la propriété est aliénable. En revanche, les autres droits ne le sont pas. La liberté n'est pas aliénable, l'égalité non plus. Alors, il y a un débat, évidemment, et c'est le fond de la question, puisque au motif qu'on ne peut pas... Alors, il y a donc la Déclaration des droits de l'homme, pour répondre précisément à votre question. Ces droits sont définis. Cette déclaration est incluse dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, aux côtés du préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l'environnement de 2004. Autrement dit, nous avons 3 documents dans lesquels il y a des droits qui sont exposés, qui sont la propriété des citoyens. Le problème, c'est que ces droits ne sont que de l'encre sur du papier et que la nouvelle Constitution, telle que nous l'entendons, doit faire en sorte que ces droits
désormais, soit accompagné de mesures inscrites dans la Constitution permettant de créer des obligations de résultat pour l'État. Voilà le fond du débat, et c'est là-dessus que nous voulons porter donc notre effort et faire avancer cette cause. C'est-à-dire que donc à l'heure actuelle, effectivement, la Constitution a plutôt vocation à fixer un cadre, vous gérez un idéal, et ce sont ce qui s'appelle des lois organiques qui sont chargées ensuite de préciser de quelle manière la loi, finalement, enfin ce qu'on appelle le droit positif, fixe les moyens d'aller vers cet objectif ou ce cap qu'on se fixe. Et alors vous n'êtes pas favorable justement à l'existence de ces lois organiques? Non, vous avez raison. Les lois organiques font partie de l'attirail utilisé ces dernières décennies pour usurper la souveraineté du peuple. Parce que ce que contiennent ces lois organiques, ce sont des explications ou des modalités d'application d'articles constitutionnels, mais qui sont laissés au libre choix du Parlement. Ça n'est jamais le peuple qui est consulté. Et nous, notre proposition, c'est d'abord d'intégrer le stock de lois organiques dans la Constitution, donc une révision de la Constitution qui permette de détailler ce que disent certaines lois organiques, en modifiant d'ailleurs, parce que en même temps, il y a une transformation de l'esprit de la Constitution, et d'éliminer ensuite les flux à venir de lois organiques pour que on fasse disparaître le concept même de loi organique. Donc ça, en effet, mais c'est, disons, une façon de contourner le peuple et de faire en sorte qu'il y ait de petits arrangements pour ne pas répondre précisément au droit universel. Donc, dans le préambule de la Constitution de 1946, quand à l'heure actuelle il est écrit que chaque homme a le devoir de travailler et le droit de trouver un travail, vous êtes favorable à ce qu'on puisse prendre cette expression au pied de la lettre et que quelqu'un qui ne trouverait pas de travail puisse se retourner contre l'État? C'est l'évidence même. À quoi sert de dire cette formule, d'écrire cette formule dans la Constitution si elle n'a aucun effet? C'est absurde. Un idéal, bon, d'accord, mais on n'est pas là, une Constitution ne vise pas à développer un idéal. Si c'est ça l'objectif d'une Constitution, il faut nous le dire, et on peut faire du blabla à l'infini sur ce qu'est ou n'est pas, ou devrait être ou pas un idéal. Tout ça n'a aucun sens. Une Constitution doit organiser la société de façon concrète, et elle correspond aux choix que font les citoyens. Or, la question de l'emploi, vous avez raison de souligner ce point qui, pour moi, est tout à fait fondamental, le droit à l'emploi et le devoir de travailler, eh bien, c'est un droit universel, il faut le reconnaître comme tel et faire en sorte qu'il soit appliqué. Alors bien sûr, il y a des tas de gens qui vont nous dire oui, mais c'est pas possible, le marché, les patati patata. On connaît par cœur ces arguments, mais qui ne sont pas fondés. Ce sont les arguments de la classe dominante qui, depuis 1789, expliquent qu'on ne peut pas répondre aux droits naturels, aux droits universels, parce qu'ils s'opposent à un moment donné à la propriété. Il y a une contradiction réelle d'ailleurs, ils n'ont pas tort sur ce point, mais nous ne faisons pas de la propriété un droit universel, c'est la différence avec eux. Et pour répondre aux droits des citoyens, il faut s'attaquer à la propriété. Oui, en effet, on ne peut pas laisser considérer que la propriété est le seul élément intouchable de la Constitution. Donc là, on touche le cœur du débat qui a disparu. On ne parle plus de ces questions-là. Donc nous voulons réanimer le débat sur cette question. Et la traduction pratique du droit à l'emploi, c'est ce que l'on appelle le droit
opposables, c'est-à-dire faire des droits universels des droits opposables. C'est un concept juridique qui existe déjà. Il y a deux droits opposables qui existent aujourd'hui, c'est le droit aux soins. Il y a une obligation de prendre en charge les personnes qui sont en difficulté et du point de vue des soins, et il y a le droit à l'éducation pour les mineurs, pour les enfants jusqu'à 16 ans, 16 ans. Et donc, il s'agit pour nous d'étendre cette catégorie juridique à des domaines comme l'emploi et comme la possibilité de vivre dans un environnement sain et tous les droits qui découlent des droits principaux que j'ai énumérés tout à l'heure, l'égalité, la sûreté, la liberté. D'accord. Et alors, si maintenant on s'intéresse au constat que vous tirez de la situation politique en France, vous avez quel regard sur le contexte actuel? Ben, le contexte actuel découle de l'accumulation de la dérive politique de ces dernières décennies. On peut dater cette évolution délétère. Je crois qu'elle commence à la fin des années 70 par l'introduction du néolibéralisme et précisément en 1981. Qu'est-ce que vous appelez le néolibéralisme? Alors c'est une idéologie, celle qui a été fabriquée par les classes dominantes, ou plus exactement, celle qui a été fabriquée par des intellectuels conservateurs qui ont convaincu la classe dominante de suivre leurs recommandations. À cet égard, il y a une indication intéressante dans les mémoires de Margaret Thatcher qui reconnaît dans son livre qu'elle s'est convertie à l'idéologie néolibérale à la suite de la lecture du livre du pape du néolibéralisme, Friedrich von Hayek, et son livre qui s'intitule La route de la servitude, qui a été publié quand même en 1944. Ils ont mis du temps, les conservateurs, à convaincre la classe dominante, mais parce qu'à l'époque, disons que les conceptions au lendemain de la guerre étaient imbibées de keynésianisme et de marxisme, et que c'était difficile de prétendre que le marché pouvait résoudre les problèmes dans des pays qui avaient été ravagés par la guerre. D'ailleurs, on le voit également aujourd'hui. La France n'est pas ravagée par la guerre, l'Europe non plus, mais la crise sanitaire montre que le marché est parfaitement incapable de résoudre les problèmes. C'est bien l'État qui est venu en soutien, qui fait vivre les entreprises, et non pas l'inverse. Alors, le néolibéralisme devient l'idéologie de la classe dominante. Il repose sur des croyances, comme des croyances économiques, comme la toute-puissance du marché, la nécessité de l'autorégulation du marché. Il faudrait laisser le marché libre, pas d'intervention. Il y aurait une sorte d'équilibre naturel qui s'instaurerait. C'est une nouvelle façon de parler de la main invisible du marché. C'est le principe de la concurrence libre et parfaite qui surplombe tout le reste. C'est la nécessité d'affaiblir l'État. Bon, voilà, le libre-échange, bien entendu, qui découle de tout cela. Et donc, en fait, le néolibéralisme, si on résume, va être l'idéologie de la mondialisation néolibérale. Quand on parle de la mondialisation, il faut associer le mot néolibéral. Et pour résumer ces quatre piliers, le premier pilier sur lequel repose la mondialisation néolibérale, c'est le libre-échange, évidemment. Le deuxième pilier, c'est la financiarisation des économies. Le troisième pilier, c'est l'instauration de traités internationaux qui ont pour but d'éliminer la nature politique des sociétés, c'est-à-dire faire en sorte que les sociétés soient mises dans l'incapacité
de mener des politiques qui ne soient pas conformes au modèle néolibéral. Et le quatrième pilier, c'est la guerre idéologique avec le contrôle des médias et le formatage des esprits. Donc voilà, le néolibéralisme, il se développe à la fin des années 70 et il est introduit en France par les socialistes. Ce sont les socialistes avec Mitterrand en 1981. Mitterrand fait une politique intéressante pendant 18 mois, des nationalisations, des créations d'emplois, des augmentations de salaire. Et puis, il y a ce que l'on appelle le tournant de la rigueur, le virage néolibéral en 1983, et c'est la conversion des socialistes au néolibéralisme. Voilà, la source fondamentale de la situation actuelle se trouve dans cet événement fondateur qui a eu des rebondissements et qui en a toujours avec aujourd'hui le pathétique monsieur Macron. Et alors, si on revient davantage sur l'aspect politique de la situation, les conséquences, enfin posées de manière très crue et concrète, je dirais, vous considérez qu'on est encore en démocratie en France à l'heure actuelle? Ah mais pas du tout, pas du tout. Précisément, l'objectif de la révolution néolibérale, c'est d'éliminer le caractère politique des sociétés. Alors il faut s'entendre sur les mots. Qu'est-ce qu'on entend par société politique et qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Parce que là non plus, les définitions ne sont pas les mêmes. Et le sens dans lequel j'utilise ces notions est le suivant. La démocratie, ça n'est pas un homme, une voix. Quand vous demandez dans la rue aux gens, c'est quoi pour vous la démocratie? Ben, ils vont vous dire, la grande majorité va vous dire, ben, la démocratie, c'est le droit de voter. C'est le droit de vote. Et donc, un homme égale une voix, ben, ça, c'est une société démocratique. Pas du tout. Il y a le sens de Benjamin Franklin qui est de dire, la démocratie, d'ailleurs, c'est ce qui est dans la Constitution. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais là aussi, cette définition, en fait, dans cette définition, la plupart des gens ne retiennent que les deux premiers termes. Le pouvoir du peuple et par le peuple. Ça paraît assez réaliste. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai, c'est pas faux de dire ça. Mais ils oublient le troisième terme, c'est-à-dire que la démocratie, c'est une politique qui est menée pour le peuple. Et dans ce sens, je considère avec beaucoup d'autres que nous ne sommes plus en démocratie parce que les politiques menées depuis plusieurs décennies ne sont pas pour le peuple. Elles sont pour la classe dominante. Et c'est dans ce sens que notre société n'est plus une société démocratique. Et c'est bien là l'objet de la refondation démocratique, de la reconquête démocratique par la mise en place d'une nouvelle constitution, parce que la constitution actuelle a laissé faire tout cela. Il n'y avait pas dans la constitution les barrières qui auraient pu empêcher la captation de la démocratie et l'usurpation de la souveraineté du peuple. Mais on peut se dire aussi, par exemple, que la démocratie, finalement, là encore, ça pourrait être vu comme un idéal dont on va plus ou moins se rapprocher. Par exemple, eh bien, si demain on se fixait comme règle que l'Assemblée nationale devait représenter sociologiquement être à l'image de la société française, on pourrait considérer qu'on se rapproche davantage de l'idéal de démocratie. Ce que je comprends, c'est que pour vous, il est possible de dire de manière tranchée finalement si un pays fonctionne comme une démocratie ou non. Oui, c'est extrêmement simple à mon avis. En effet, où la politique menée est favorable au peuple, ou elle ne l'est pas. C'est très simple à vérifier. Donc, dans un cas, on est dans une société démocratique, pour moi, et dans l'autre cas, on ne l'est pas. Un idéal, c'est bien, l'idéal, il n'y a pas de problème, mais une constitution, c'est pas fait pour ça. L'idéal, c'est
les partis politiques, les religions, des choses comme ça. Mais d'ailleurs, même pour le fait d'avoir un idéal dans tel ou tel domaine, si cet idéal n'est pas accompagné des éléments qui permettent de l'atteindre et qu'il reste comme une idée en soi qui flotte dans la stratosphère, on ne voit pas très bien à quoi ça sert. Il faut qu'il y ait des étapes, des objectifs qui permettent d'avancer. Sinon, on n'avance pas, on tourne en rond et on se morfond avec son idéal. De manière assez rapide, enfin, vous considérez que dans le monde à l'heure actuelle, il y a des régimes démocratiques comme vous les considérez Non, je ne vois pas de régime démocratique au sens où j'ai défini la démocratie, parce que précisément l'objectif de la révolution néolibérale est notamment de détruire le caractère politique des sociétés. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand la classe dominante installe l'Union européenne, alors beaucoup de gens croient que c'est bien parce que c'est la paix, c'est le modèle social européen, etc. Mais c'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que le système de l'Union européenne sert à détruire le caractère politique des sociétés, c'est-à-dire la capacité des peuples à décider à tout moment sur toutes les questions de l'organisation de la société. Or, le peuple a été privé progressivement de cette possibilité. Prenons un exemple. En 2005, il y a, on en a parlé tout à l'heure, le référendum sur le traité constitutionnel européen, qui était un nouveau pas en avant vers cet objectif de destruction du caractère politique des sociétés. Le peuple français dit non à 55%. En 2008, le Congrès ratifie le traité de Lisbonne, qui est la copie conforme du traité constitutionnel européen. La majorité vote en faveur du traité constitutionnel européen, socialiste, vert, avec la droite. Et en fait, les parlementaires passent par-dessus le vote du peuple. Et depuis 2005, il n'y a plus de référendum. Est-ce que c'est démocratique? Non, c'est pas démocratique, parce que le seul moyen que le peuple a de s'exprimer sur des grandes questions stratégiques, c'est le référendum. Est-il normal dans une société, au bout de 15 ans, qu'il n'y ait pas eu de référendum? Donc vous êtes assez opposé quand même dans l'esprit à la démocratie représentative, si je comprends bien. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut une démocratie représentative. Mais la conception dominante aujourd'hui, c'est que les parlementaires se substituent au peuple. Ça n'est pas du tout ça, la démocratie représentative. Les représentants votent, les députés représentent le peuple entre deux élections, mais c'est le peuple in fine qui a le dernier mot, qui doit avoir le dernier mot. Et ça n'est pas aux députés, aux représentants, aux parlementaires de décider à la place du peuple. C'est pas ça la démocratie représentative. Et on ne voit pas pourquoi les parlementaires se substitueraient au peuple. Là, il y a un débat de fond. Nous ne sommes pas d'accord. C'est un débat qui existait déjà en 1789, à partir de 1789, entre ceux qui considéraient que les lois devaient être votées par le peuple directement et ceux qui considéraient que les lois devaient être votées par les représentants. Eh bien, nous sommes pour que les lois ordinaires soient votées par les représentants, mais que les lois qui présentent un intérêt stratégique soient soumises à référendum. Et c'est pour ça que nous proposons un référendum annuel à questions multiples qui oblige l'État à organiser un référendum tous les ans sur la loi de finances, par exemple, sur la loi de financement de la sécurité sociale,
sur les traités internationaux de portée stratégique, sur les lois de programmation et évidemment sur les référendums d'initiative citoyenne qui sont interdits. C'est aussi une preuve antidémocratique majeure. Vous portez quel regard sur des expériences démocratiques comme récemment la Convention citoyenne pour le climat? C'est de l'agitation politicienne. On ne voit pas pourquoi. Alors, bien entendu, on peut rassembler des groupes comme cela tirés au sort. Ça peut donner des indications. D'ailleurs, ce qui a été fait a donné des choses intéressantes, mais tout cela était déjà connu, mais n'était pas mis en œuvre par l'autisme et le refus de la classe dominante. Mais on voit que le résultat, finalement, est extrêmement faible. D'ailleurs, Monsieur Macron s'est pris les pieds dans le tapis parce que il ne respecte pas ce qui a été dit alors qu'il s'était engagé à le faire. Mais disons que ce ne sont pas ces organismes qui peuvent décider à la place du peuple. C'est pas parce qu'on tire un groupe au sort qu'il devient légitime. Pas du tout. On fait pas des sondages et on ne définit pas des échantillons représentatifs. C'est pas ça la démocratie. Il faut que le peuple soit consulté, qu'il y ait débat public, parce que là il n'y a pas eu débat public. Le débat s'est limité à l'enceinte de ce petit groupe, mais c'est pas ça la démocratie. Ce que a produit ce groupe aurait dû servir à un débat approfondi dans la société, tranché par un référendum. Voilà un mécanisme démocratique qui aurait dû être organisé. Donc, à l'heure actuelle, vous faites le diagnostic d'une crise du fonctionnement de la démocratie en France qui est... Non, il n'y a pas de crise. Non, pour moi, il n'y a aucune crise démocratique, pas du tout. C'est le résultat d'un choix politique de dévitaliser la souveraineté du peuple. Ce sont des décisions. Les décisions qui consistent à vider interdiction, plus de référendum, c'est un choix. Les lois organiques qui vident le débat public et la décision par le peuple, c'est un choix politique. Le Conseil constitutionnel qui devient, au lieu d'être institué, devient instituant, c'est un choix politique. Le Congrès, 24, vous avez cité tout à l'heure, 24 révisions de la Constitution, une seule par référendum, en 62, De Gaulle. Et c'est un choix politique de confier les révisions de la Constitution au Congrès et pas au peuple. On pourrait continuer. Voilà. Donc comment vous interprétez aujourd'hui l'abstention, par exemple, qui augmente aux élections? C'est archi connu. Il y a des bibliothèques entières d'études, de sondages qui expliquent les raisons de l'abstention. Nous allons d'ailleurs publier récemment un petit résumé, une petite synthèse de tout cela. L'abstention résulte a pour point de départ, encore une fois, 1981 et le virage néolibéral des socialistes. Que s'est-il passé à partir de là? Eh bien, une partie des électeurs de gauche ont été particulièrement déçus. Les socialistes, les électeurs socialistes et les électeurs communistes. Ils ont commencé à s'abstenir, et on le voit très bien dans les statistiques électorales, ils ont commencé à s'abstenir pour cette raison-là. Il n'y a pas de mystère, on le sait très bien, ils le disent. Certains ont basculé au Front National petit à petit à partir de 1983-84. Ensuite, M. Mitterrand a fabriqué le Front National avec l'instauration de l'élection à la proportionnelle en 1986, parce que après le tournant de la rigueur, évidemment, les élections législatives qui suivaient, qui étaient prévues, c'était une débâcle prévisible pour la gauche. Et donc, il fallait diviser la droite, et M. Mitterrand n'a rien trouvé de mieux que de mettre en place la proportionnelle, de façon à faire rentrer le Front National au Parlement pour diviser la droite. Mais résultat, il y a eu un appel d'air, il a ouvert les grands médias, M. Le Pen. Il y a un très bon livre j'écris moi-même un livre d'ailleurs là-dessus, et il y a un très bon livre
de Thomas Legrand, le journaliste de France Inter, qui dit des choses intéressantes, même si bon, et donc il retrace un peu l'histoire. C'est intéressant de le lire. Alors, donc les gens, les citoyens de gauche, une partie surtout du PS, va voter Front National, beaucoup d'abstention. Et d'ailleurs, les courbes montrent que l'abstention, les blancs et les nuls, montent parallèlement au vote Front National. Tout ça fait partie de la même logique politique, qui est une logique politique. L'abstention est une logique politique, soyons bien d'accord là-dessus, c'est le point essentiel. La majorité des abstentionnistes font un geste politique en s'abstenant. Toutes les études montrent que les abstentionnistes permanents, c'est environ 1% du corps électoral, c'est rien du tout. Les autres, c'est de l'abstention un peu aléatoire selon les moments, etc., tout simplement parce que il y a une déception profonde vis-à-vis de la classe politique à gauche, d'abord, et puis à droite ensuite, parce que quand on a eu Chirac et Sarkozy qui ont déçu aussi l'électorat de droite, là, une partie de la droite s'est mise à s'abstenir. Bon, voilà, l'abstention a des causes essentiellement politiques, et nous considérons que la force propulsive d'avenir est constituée précisément par les abstentionnistes, et que ce sont eux qui ont une lucidité politique certainement plus aiguisée que ceux qui continuent à voter, alors que ça ne sert à rien de voter dans les conditions actuelles, dans la plupart des cas, parce que les politiques seront les mêmes. On a vu la droite, on a vu la gauche, on a revu la droite, etc. Ils mènent les mêmes politiques. Donc, à quoi bon voter pour l'un ou pour l'autre, puisque le résultat sera le même? Il faut en tirer des conclusions pratiques. Mais on peut quand même distinguer différents types d'abstention. Il y a effectivement une abstention peut-être de dégoût, mais il y a aussi la politique dans les milieux les moins favorisés de la société, qui est tout simplement un sujet auquel on ne s'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de politisation dans ces milieux-là, alors qu'à contrario, dans des milieux plus favorisés, effectivement, l'abstention peut être davantage un acte conscient de militantisme. Non, je pense qu'il faut récuser cette analyse, parce que ce que l'on appelle les milieux défavorisés, il y en a toujours eu. Et si on prend les années 50, 60, 70, l'abstention était beaucoup plus faible que cela, et les milieux défavorisés votaient communistes. C'est ça la réalité. Les milieux ouvriers, il y avait très peu de chômage, et c'est pas parce qu'on est défavorisé que l'on n'est pas politisé. La dépolitisation. Oui, tout à fait. Comment? Non, je vous rejoins, mais c'est simplement que justement la politisation est plutôt en baisse depuis les années 80. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais il faut comprendre pourquoi ça n'est pas inhérent au fait que ce soit les personnes défavorisées qui soient dépolitisées. La dépolitisation touche toute la société. Et pourquoi touche-t-elle la société? Parce que la confusion entre la gauche et la droite, qui a été organisée par Monsieur Mitterrand et qui a été suivie ensuite, on a connu par exemple le soissonno-kouchnérotapisme. Je ne sais pas si vous avez connu ça, cette phase où quand Monsieur Mitterrand intègre au gouvernement de gauche Monsieur Soisson, qui est un dirigeant de la droite, Monsieur Kouchner, qui est quelqu'un qui pense à son intérêt, et puis Monsieur Tapie, un semi-truand. Ça crée une confusion extrême dans les esprits. Et puis ensuite, quand les politiques sont les mêmes, néolibérales, menées par la gauche et par la droite, eh bien, que les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Et quand le résultat provoque du chômage, avec une dégradation de la condition des classes populaires, on comprend très bien qu'il y ait une dépolitisation, que les gens ne voient pas dans l'action politique une solution à leurs problèmes, puisque en
en qui ils croyaient se sont alignés sur leurs adversaires. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose sur le plan politique et que les grands partis politiques continuent sur leur lancée, c'est-à-dire ils n'ont tenu, comment dire, ils ne font aucune analyse de cette situation. Enfin, pourtant, à l'heure actuelle, des partis politiques qui justement s'opposent au néolibéralisme de l'Europe, qui propose un bras de fer pour sortir des traités, il en existe et ça figure dans plusieurs programmes. Non, il n'y en existe pas. Non. Donc, je ne sais pas de qui parlez-vous, parce que moi, je n'en connais pas. J'ai reparcouru, par exemple, le programme du Parti communiste ou de la France insoumise, ou même, en fait, du Front National, la volonté de sortir des traités, ça y figure. Renégocier le statut de la BCE. Attention, il faut être très attentif, très précis, parce que on va prendre chacun des trois cas rapidement. Le cas du Front National. Pendant un moment, le Front National a dit clairement qu'il voulait sortir de l'Union européenne. C'était tout à fait clair. Sauf que il ajoutait une petite phrase, un petit peu comme dans les contrats d'assurance, vous savez, il y a des petites mentions à la fin, en bas de page, toutes petites, qu'on oublie de lire la plupart du temps. C'est ce qui s'est passé avec le Front National, parce que alors qu'il mettait en grosses lettres qu'il voulait sortir de l'Union européenne, il ajoutait en petites lettres de façon groupée. Ça veut dire que la politique du Front National, c'est de sortir de l'Union européenne groupé avec d'autres, surtout pas tout seul. Et donc ça figurait dans quel programme ou le programme, moi j'ai les références, vous regardez le programme, je peux vous envoyer si ça vous intéresse. Évidemment, j'ai gardé tous ces éléments. Le programme de la candidate du Front National en 2012. En 2012, à la présidentielle 2012, c'était la position de Marine Le Pen. En 2017, alors, je termine le raisonnement, de façon groupée, mais ça n'a pas de sens de sortir de l'Union européenne de façon groupée. Quels sont les pays qui sont prêts à sortir de l'euro et de l'Union européenne? Il y a bien eu la Grande-Bretagne, mais c'est un pays qui n'avait pas l'euro. Il n'y a pas d'autres pays. Et il n'y a pas de force politique dans ces pays, dans les pays membres de l'Union européenne, dans lesquels existe une alternative crédible proposant de sortir de l'Union européenne. Donc, à court et moyen terme, en tout cas en l'état actuel des choses, il n'y a pas de réalité politique à une sortie groupée de l'Union européenne. Ça voulait donc dire que pour ceux qui avaient envie d'entendre qu'il fallait sortir de l'Union européenne, le Front National parlait à ces gens-là, mais à ceux qui étaient un peu plus aiguisés et qui comprenaient que sortie groupée, c'était du baratin, pour ne pas sortir, ils comprenaient que c'était pas demain de la veille que le Front National allait sortir de l'Union européenne. La gauche a fait semblant de ne pas comprendre et a continué à dénoncer, la droite aussi d'ailleurs, que le Front National voulait sortir de l'Union européenne. Et donc, il critiquait le Front National, il veut sortir de l'Union européenne, alors qu'il n'a jamais voulu sortir de l'Union européenne. Enfin, c'est lamentable, cette façon de procéder. Et la vérité des prix, on l'a eu entre les deux tours de 2017, quand Marine Le Pen a dit, oui, finalement, d'ailleurs, j'ai eu un échange avec elle dans le Pas-de-Calais, là-dessus. Il y a une vidéo où elle reconnaît, oui, elle dit, oui, les Français, il faut leur expliquer, ils sont pas prêts, etc. Et elle dit, non, on ne met plus la sortie de l'Union européenne dans notre programme. Ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. C'est très bien sûr, nous aussi on demande un référendum. Mais un référendum, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut un débat public pour éclairer la décision des citoyens. Et ce que nous dit le Front National, c'est qu'il ne fera pas campagne pour la sortie, si elle est élue. Elle fera le référendum, mais elle ne se battra pas pour le non à la présence, au maintien de la France de l'Union européenne. Si on prend le Parti communiste,
Oui, rapidement, parce que Oui, pardon. le temps passe quand même. Oui, mais c'est vous qui avez posé la question. Oui, oui. Alors, donc, le Parti communiste, alors, je connais bien quand même de l'intérieur, j'étais à la direction nationale du Parti communiste et je me suis toujours étonné de voir Pierre Laurent, quand il était le premier responsable, avec le drapeau européen sur un petit badge sur le revers de son veston. Non, le Parti communiste ne propose pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Absolument pas. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas du tout de volonté de sortir de l'euro. Il y a la critique justifiée de l'Union européenne, des politiques néolibérales, etc. Mais pour eux, il faut changer l'Union européenne de l'intérieur. C'est un mythe, une illusion. Même chose, mais avec plus d'hypocrisie de la France insoumise, avec ces histoires de plan A, plan B pour entortiller tout le monde, un petit peu comme le Front National pour faire plaisir à ceux qui veulent sortir de l'Union européenne et qui sont assez nombreux à la France insoumise. Il faut donc lâcher un peu de vapeur en leur direction, en leur disant mais oui, il faut sortir des traités. L'expression sortir des traités, c'est la marque, la signature de M. Mélenchon, qui ne fait que dans l'ambiguïté, le tordu. Non, sortir des traités, ça ne veut rien dire. Il faut simplement sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire sortir des traités? Ça n'a strictement aucun sens. En revanche, sortir de l'Union européenne, ça a du sens. Et c'est ça qu'il faut dire. Mais ce n'est pas ce que dit la France insoumise, qui a répété par la voix de plusieurs de ses dirigeants encore récemment qu'ils ne voulaient pas sortir de l'Union européenne. Voilà, c'est ça la réalité. Il n'y a pas de forces politiques qui veulent sortir unilatéralement de l'Union européenne. Ça contribue à bloquer le système politique et c'est une acceptation de l'usurpation de la souveraineté du peuple par le droit européen dans des domaines essentiels comme la monnaie, le budget, les frontières, le commerce international, etc. Et alors, le mouvement des Gilets jaunes, pour vous, ça marque le début d'une nouvelle phase finalement dans la vie politique. Un début de Oui, reformation du peuple. exactement, exactement. Tous les partis politiques sont englués dans les questions européennes. Ils se sont fait submergés intellectuellement. C'est pareil pour le mouvement syndical. Ils sont tous membres de cette annexe du système de Bruxelles, qui est la Confédération européenne des syndicats. On se demande ce qu'ils attendent pour claquer la porte. Et donc, nous sommes englués. Les forces sociales sont engluées dans ce système. C'est en cela que ça a bien marché, ce système. C'est un succès. Ils ont réussi leur objectif. Ça marche bien, l'Union européenne, de ce point de vue-là. C'était l'objectif. Le véritable objectif était celui-là. Il a été atteint. Destruction des capacités de résistance du peuple, élimination de la volonté des organisations sociales, politiques et syndicales qui étaient censées représenter le peuple jusqu'à présent. Les Gilets jaunes viennent logiquement, puisque le vide a été créé par ces organisations, la révolte des Gilets jaunes se fait dans un certain désordre, compréhensible, puisque les repères ont disparu, mais cette révolte marque une nouvelle époque, c'est-à-dire des gens relèvent la tête. Et ils relèvent la tête sur les revendications immédiates, bien sûr, de salaire, de fiscalité, mais sur les questions essentielles de démocratie et de constitution. D'ailleurs, il y a des tas de groupes qui s'appellent constituants, qui se sont créés à cette occasion. Il y en avait déjà quelques-uns, mais on peut dire que les Gilets jaunes ont remis, disons, la question constituante euh, en haut de l'affiche. Ça avait disparu. Enfin, ça avait disparu. Ça n'a jamais été un sujet de mobilisation populaire de réformer la Constitution, sauf dans les périodes agitées du lendemain de la guerre. Mais même en 58, c'est un petit groupe dans les mains du général de Gaulle qui a fait la Constitution. Il n'y a pas eu de débat populaire. Alors là, on voit que ces préoccupations viennent dans le débat public.
Et donc, c'est tout à fait fondamental parce que ceux qu'ont démarré, sans le savoir d'ailleurs, les Gilets jaunes, c'est un processus constituant. Ils ont démarré un processus constituant. Et nous, quand nous parlons de dynamique populaire constituante, nous essayons de théoriser, en quelque sorte, ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Ils n'ont pas théorisé les Gilets jaunes. Et les mouvements sociaux ne commencent pas par une théorie qu'on applique, c'est l'inverse. Il y a des mouvements qui se produisent que les intellectuels sont chargés d'analyser ensuite. Eh bien, nous sommes dans ce cas de figure. Ce qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est de déclencher une dynamique populaire constituante. Il s'agit aujourd'hui. Et quel, Oui. quel regard justement vous portez sur la structuration actuelle des mouvements des Gilets jaunes, parce que les manifestations se sont arrêtées. Et en fait, en regardant un peu, je suis surpris de voir que les personnalités un peu marquantes des Gilets jaunes suscitent toujours beaucoup de réactions et sont très suivies, alors que, à contrario, y a pas eu ou en tout cas à l'heure actuelle, il y a pas de mouvement qui parvient à se dégager et à émerger finalement comme puissance, politique, je dirais, mais organisée. Alors, en effet, ça, c'est un problème, mais c'est à la fois une force et une faiblesse, ce manque d'organisation. C'est une force parce que ils ont quand même réussi à mettre en place, alors je dis ils parce que moi je n'ai pas participé à ces opérations, même si je suis gilet jaune, mais il y a eu les assemblées des assemblées qui existent toujours et qui ont joué un rôle intéressant de prise de contact entre les uns et les autres, de définition des revendications et qui ont donc avancé. Ça a été un progrès. Mais en même temps, euh, la, l'autre force, c'est le fait qu'ils ont toujours refusé les porte-paroles, les chefs, trop d'organisations. Parce qu'il y avait une menace, et moi je l'ai vécu à Attaque quand j'étais président, j'ai bien vu qu'il y avait des tentatives d'infiltration de différents groupes avec l'objectif de faire capoter l'opération, de le faire dévier de ses objectifs, sans parler des personnages illuminés qui se révèlent et quand ils voient des mouvements en ascension, tentent de se mettre dans la lumière pour des intérêts strictement personnels. Donc tous ces phénomènes jouent, c'est classique, et il y avait des menaces de prise de contrôle des Gilets jaunes par des groupes politiques organisés. Ils ont réussi à empêcher cela et c'est tout à fait formidable grâce à cette apparente non-organisation. Mais en même temps, évidemment, ça pose des problèmes sérieux et il va falloir trouver une solution parce que d'abord, ils ont déserté le front du combat des idées, alors qu'ils ont été martelés, insultés par les grands médias. Ils n'avaient pas mis en place les éléments permettant la riposte. Ils ont laissé dire. Et puis, il y a des choses qui devraient être organisées de manière beaucoup plus rigoureuse. Par exemple, la défense des blessés, la défense des emprisonnés. Ce sont des choses qui devraient être faites après aussi l'organisation des manifestations qui se fait de manière un peu erratique. Bref, il y a beaucoup de travail sur ce plan. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a toujours des centaines de milliers de gens qui sont favorables aux Gilets jaunes et qui sont prêts toujours à reprendre des initiatives, même si il y a toujours les samedis, les manifestations, les ronds-points, ça représente encore des dizaines de milliers de personnes toutes les semaines, mais il faut passer à l'offensive. Voilà la question. Et là, passer à l'offensive sur le plan politique. Et donc,
Là, je fais la transition avec la dynamique populaire constituante. Quelles étapes finalement vous envisagez pour le mouvement, voilà, auquel vous vous consacrez aujourd'hui? En quoi ça consisterait concrètement? Comment ça se mettrait Ben, en place? disons pour nous, l'étape, c'est la première étape, c'est 2022, les élections. Il faut d'ici là développer le débat public sur la Constitution, c'est-à-dire à la fois sur le processus constituant, la dynamique constituante, comment ça marche dans la réalité, et le contenu. On ne peut pas séparer les deux. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens de s'engager dans un processus constituant sans évoquer jamais les questions de contenu. Les questions de contenu, nous, les propositions que nous faisons, ce sont des propositions mises au débat, pas plus. C'est pas la Constitution. Nous ne proposons pas une nouvelle Constitution. Nous proposons sur les questions qui nous paraissent les plus stratégiques des raisonnements, des analyses et des propositions. Mais nous sommes arrivés à un point très intéressant où tous les groupes qui existent autour de la question de la Constitution, constituante, etc., en fait, il faut qu'ils s'interrogent, ces groupes, en se demandant est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils vont convaincre à eux seuls tous les autres groupes de se rallier à leurs analyses. Mais justement, vous êtes en contact avec les autres mouvements à l'heure actuelle. Vous débattez régulièrement. Vous vous fédérez Oui, nous localement. sommes en contact avec des tas de groupes et nous discutons. Et la conclusion que je tire de ces discussions, il va y avoir d'ailleurs un texte là qui va sortir, c'est que nul ne peut prétendre convaincre tous les autres de ses propres analyses. Voilà, nous appliquons cette règle. Nous ne croyons pas, nous, que nous allons convaincre tous les autres que ce que nous disons est la seule solution à laquelle tout le monde doit se rallier. Ça n'a ni queue ni tête. C'est totalement irréaliste. Il faudrait que tout le monde accède à cette conscience. Parce que il y a énormément de groupes qui sont attachés à leurs travaux. C'est tout à fait normal, tout à fait compréhensible. Mais franchement, est-ce qu'ils croient qu'ils vont convaincre tout le monde? Mais non, bien sûr que non. Alors comment trouver une solution? La solution que nous proposons, c'est que ces groupes continuent leur travail comme ils le font, mais que nous arrivions à nous mettre d'accord pour créer des comités locaux, constituer des adhérents de ces groupes, plus des citoyens, ouverts à tous les citoyens, pour que ces comités locaux, ces groupes locaux, soient les lieux dans lesquels les citoyens débattent de la nouvelle constitution. C'est ça un élément du processus. Et nous pensons que devant ces groupes, devant ces comités locaux, disons, les différents groupes qui travaillent sur les questions de constitution, de constituantes, viennent présenter leurs travaux, viennent débattre, viennent discuter avec les gens, sortent de leur petit cocon, et que ce sont ces comités qui, après discussion, votent sur tel ou tel aspect stratégique. Par exemple, il y a un point essentiel qui est l'abrogation du titre 15 de la Constitution de l'Union européenne qui place la France sous la domination du système de l'Union européenne. Eh bien, c'est un point pour nous fondamental pour assurer la souveraineté nationale et populaire. Eh bien, il faut que ceux qui partagent ce point de vue viennent exposer leurs arguments devant ces comités locaux et que les citoyens rassemblés dans ces lieux débattent et tranchent. Voilà comment nous voyons les choses. Quand vous disiez que pour vous la prochaine échéance c'est 2022, c'est-à-dire que votre piste au sein de la dynamique populaire constituante pour 2022, c'est quoi? Ben, c'est le débat sur la constituante, sur la constitution future, et pour les élections de 2022, nous pensons que pour
reconstituer, c'est-à-dire pour remettre en place une constitution, une nouvelle constitution, il faut un moment déconstituant, en quelque sorte, désinstitutionnant. Enfin, je sais pas, faut trouver une expression, mais il y a ce moment déconstituant. Avant de constituer, il faut déconstituer. 2022, pour nous, est le moment de la déconstitution et de la reconstitution. Déconstitution à la présidentielle. L'élection présidentielle est l'institution, le système présidentiel est l'institution principale de la Ve République. Et nous considérons, avec beaucoup d'autres, que ce système présidentialiste, aujourd'hui, qui est devenu présidentialiste, qui ne l'était pas au départ, il était présidentiel, certes, mais pas présidentialiste. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est le président qui s'occupe de tout. Chef de parti, chef de gouvernement, chef de majorité, chef d'État, ça fait beaucoup trop pour un seul homme. Et donc, ce système-là doit être abattu. Il faut le discréditer, le délégitimer, le fuir. C'est la raison du boycott de l'élection présidentielle. Et la meilleure chose que devraient faire les candidats, c'est de refuser d'être candidat et de laisser le système s'écrouler sur lui-même. Voilà la raison pour laquelle, principale, nous voulons organiser le boycott. Après, il y a des considérations plus conjoncturelles. Le fait, par exemple, que l'élection est quasiment déjà jouée. On voit très bien que le deuxième tour sera fait, opposera Macron à Le Pen. La probabilité est très forte et que Macron l'emportera parce que c'est lui qui dispose de réserves de voix. La gauche, comme d'habitude, votera pour celui qui est face aux représentants de la famille Le Pen, la droite également, et le Front National, Rassemblement National, n'a pas de réserve de voix. Donc l'affaire est jouée. Ça ne sert à rien de participer à une telle mascarade. En revanche, si nous obtenons que la somme des abstentions des blancs et des nuls, le boycott, ça veut dire ça. Ça veut dire soit on s'abstient, soit on vote blanc, soit on vote nul. Et si le total, donc abstention, blanc et nul, dépasse le nombre de voix obtenues par le président élu, donc M. Macron, plus probablement, au second tour, eh bien, certes, M. Macron sera élu légalement, mais il n'aura plus de légitimité. La légitimité sera du côté de ceux qui auront organisé le boycott. Et à partir de là, la situation politique changera du tout au tout au lendemain de l'élection présidentielle. Ce sera le moment déconstituant. Nous aurons porté un coup terrible à l'institution présidentielle. Pour et autant, on pourra passer... la légitimité, alors certes, elle vient du nombre de votants, mais en 2017, par exemple, l'Assemblée nationale a déjà été élue avec moins de 50% de voix des électeurs. Et pour autant, enfin, dans les médias, ce qui se passe, c'est que voilà, pendant 3-4 jours, on va déplorer l'augmentation de l'abstention, mais les choses reprennent leur cours assez rapidement. Ça n'est pas comparable parce que, en effet, pour la première fois de l'histoire, en 2017, le total que vous indiquez a été supérieur, blanc, nul, abstention, au nombre de voix. Mais le Parlement, l'Assemblée nationale, dans le système présidentialiste, est devenue, cette élection législative est devenue une élection de confirmation de l'élection présidentielle. Le Parlement a été totalement dévitalisé. Ça n'est pas le sommet de l'architecture politique du pays, l'Assemblée nationale. C'est fini. Elle est composée des godillots qui ont été élus dans la foulée de M. Macron. Donc ça n'a aucune importance. C'est totalement différent vis-à-vis de l'élection présidentielle, parce que ça ne s'est jamais produit que le total des abstentions blancs et nuls soit supérieur au total des voix obtenues par le candidat. Et donc, ça n'est pas comparable, absolument pas. D'autant que pour l'élection législative, nous allons appeler à un moment constituant. Après avoir déconstitué,
la présidentielle, nous constituons aux législatives en présentant des candidats constituants. Tel est notre schéma politique. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, bien entendu, mais c'est la voie, la ligne politique que nous proposons. Et ce qui serait assez probable dans cette hypothèse de l'affaiblissement de la fonction présidentielle, c'est que la dynamique habituelle, puisqu'il y a l'inversion du calendrier électoral, qui bénéficie aux candidats aux législatives soutenus par le président élu, que nous cassions cette dynamique et que cette dynamique se porte sur les candidats constituants. C'est une hypothèse qui est tout à fait crédible. En tout cas, nous agissons pour qu'elle le soit. Alors, donc, 2022 est une étape importante pour atteindre ces objectifs précis qui vont changer le rapport de force politique dans le pays. Ça, c'est tout à fait clair si ça fonctionne. Alors maintenant, il s'agit de mettre en place les moyens pratiques sur le terrain, dans les têtes, pour que cette ligne politique s'impose. Est-ce que je vous propose de vous livrer un petit exercice de pensée et de projection. Alors 3 scénarios, on imagine que dans chacun de ces scénarios, il y a peut-être 10 députés constituants qui soient élus, puis dans un autre scénario 100 et dans un autre 300. Et d'imaginer à chaque fois quelles pourraient être les conséquences, disons politiquement dans le pays, mais peut-être dans l'évolution aussi des rapports de force par rapport aux institutions, au pouvoir économique, et puis peut-être aussi par rapport à l'Union européenne. Rapidement, c'est quelque chose que vous pourriez faire? Oui, on a pensé à ça, et pour compléter, disons, l'organisation politique que nous proposons, il faut indiquer que les comités locaux constituants que j'évoquais tout à l'heure vont discuter de la Constitution future, mais il faut qu'il y ait une fédération nationale de ces comités, parce que sinon ça reste enfermé, émietté, parcellisé, et ça ne débouche pas nationalement. Et donc, pour compléter le dispositif, il faut que ces comités désignent des délégués pour faire partie de comités identiques à l'échelle départementale et régionale et nationale. Nous appelons ça l'Assemblée nationale constituante d'initiative populaire. Le rôle de cette Assemblée nationale composée de représentants des comités locaux est de faire la synthèse des travaux sur la Constitution et d'en sortir avec un projet plus ou moins élaboré, en tout cas élaboré sur les questions stratégiques, de nouvelles constitutions avant 2022, si c'est possible. Et ce corps politique qui se met à exister, va commencer à exister. Il va porter l'appel au boycott, il va porter les candidatures des candidats constituants législatives, et il va demeurer après les élections. Et si nous obtenons le succès à l'élection présidentielle, ce corps politique va devenir un acteur politique. Il va entrer dans la vie politique. Ce sera un nouvel acteur, tout à fait inédit, qui va continuer son activité constituante et qui peut, selon les résultats aux élections législatives, qui peut avoir un poids qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer. Mais ce poids va dépendre, bien entendu, du nombre de voix, d'abord le nombre de voix obtenues d'abord le nombre de candidats constituants législatives. Il y en aura combien? Est-ce qu'il y aura 10 candidats? Est-ce qu'il y en aura 100? Est-ce qu'il y en aura 577? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Et c'est ce nombre de candidats, combien de voix vont-ils obtenir? 1%, 5%, 15%? On ne sait pas. Les sondages, pour l'instant, évidemment, n'intègrent pas ce paramètre. Et
Ensuite, peut-être y aura-t-il des élus. On ne croit pas, si le schéma fonctionne bien, que la majorité sera possible. C'est une hypothèse, ça n'est pas interdit, bien sûr, on peut jamais dire jamais, mais la probabilité que nous soyons majoritaires est assez faible, évidemment. Mais nous enclenchons un processus. Et peut-être qu'il y aura un élu, 2, 5, 10 peut-être. Bon, voilà, c'est peut-être plus raisonnable de voir les choses comme ça, plus réaliste. Et que vont faire ces députés? Eh ben, ils vont faire leur travail de députés dans le cadre des institutions actuelles et ils vont devenir les symboles de la démarche constituante qui est la nôtre. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire à cette échelle. Ils vont se rapprocher des citoyens de leur circonscription. Ils vont travailler, ils vont créer certainement des groupes sur les projets de loi pour faire en sorte que tous les projets de loi qu'ils sont appelés à voter soient débattus avec les citoyens de leur circonscription, ce que ne font plus les autres députés. Pas seulement d'ailleurs à cause d'eux, mais parce que le rythme parlementaire de l'Assemblée nationale est infernal. On leur donne des paquets de dossiers à étudier en quelques heures. Alors, évidemment, eux-mêmes ont des difficultés à tout lire. On ne peut pas imaginer que la même chose soit demandée aux citoyens. Il faut le temps de faire, il faut que des collaborateurs fassent des synthèses. Enfin bref, voilà, on va, si ça fonctionne comme cela, on va changer un certain nombre de choses, en effet, dans la pratique locale de ces parlementaires. Vous comptez enfin vraiment sur une participation active des citoyens dans le processus de création des lois et dans leurs discussions. Enfin, cela dit, donc on a assez souvent tendance à assimiler appel à la participation des citoyens et participation effective. Enfin, seulement, si on prend l'exemple de la Suisse, par exemple, les votations fédérales, depuis les années 70, elles stagnent avec un taux de participation aux alentours de 45%. Donc, en fait, c'est un système un peu particulier, mais on voit que un régime peut se maintenir avec une participation faible des citoyens et ce bien qu'on les appelle à participer activement. Qu'est-ce que c'est un risque que vous avez en tête ou pour vous ça fait aucun doute il y a cette envie chez les Français de participer? Non, ça n'est pas un risque. D'ailleurs, le phénomène que vous signalez pour la Suisse est également le même en Californie, qui connaît ce genre de référendum, même plus développé d'ailleurs. Et on s'aperçoit que les classes populaires désertent. Ce sont les classes populaires qui désertent le vote. Et qui devient aujourd'hui, qui a été préempté par les groupes d'intérêt, mais c'est lié à la conception même de ces votations. Alors, il faudrait déjà se mettre d'accord sur l'instrument de mesure, parce que c'est pas parce que lors d'un référendum il y a 40% de votants seulement ou de participants que c'est un constat définitif. Ça, c'est le constat d'un référendum. Ce qui compte, c'est de voir sur une série de référendums si ce sont les mêmes qui s'abstiennent toujours ou s'il y a une rotation de la participation en fonction de l'intérêt des sujets. Et c'est bien ça le problème en Californie, c'est qu'il y a tellement de référendums que ça lasse les participants avec des sujets totalement mineurs qui n'intéressent pas les gens. Ben oui, c'est pas étonnant, et d'ailleurs je ne vois pas en quoi ce serait un problème qu'il n'y ait que 40% des gens qui participent à des référendums. Les questions n'intéressent peut-être pas tous les gens. Ce qui compte, c'est que le peuple qui se sont concernés, ceux qui ne sont pas concernés, ben on peut se dire qu'ils se moquent du résultat. Donc, travaillons avec ceux qui sont intéressés par le résultat. Et à partir de là,
une majorité se dégage et les décisions sont prises. C'est une façon de prendre les décisions. Quelle est l'alternative à cela? Des technocrates qui sont censés avoir de la connaissance technique et qui vont trancher sur la base de leurs connaissances? Non, il vaut mieux que ce soit de cette manière-là. Ça n'est pas du tout un risque, c'est tout à fait compréhensible. La société, l'illusion du consensus de la société ne doit pas nous laisser, penser que dès lors qu'il n'y a pas des majorités énormes, c'est un échec. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut être détendu sur le sujet. Sur la voie, voilà, sur l'échelle de temps là, qui ça, se présente devant nous jusque 2022, c'est quoi, enfin, pour vous, les difficultés principales que vous identifiez pour la mise en place du projet tel que vous l'imaginez à la dynamique? Les difficultés, c'est d'abord l'esprit de chapelle. Ça, c'est la première difficulté. Les gens qui sont dans des groupes, il y a des tas de groupes sur ces thèmes, ont un patriotisme d'organisation tout à fait compréhensible, légitime, mais il ne faut pas que ça devienne un esprit de chapelle qui fasse qu'ils deviennent incapables de parler, de se rassembler et d'agir ensemble, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour se donner plus d'efficacité en créant, en participant à des collectifs locaux dans lesquels ils se retrouvent tous, mais pas simplement dans leur petit cénacle, mais ouvert aux citoyens. Donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, il y a une seconde difficulté, c'est la complexité de la matière. Les questions constitutionnelles sont présentées comme réservées aux experts, aux constitutionnalistes, aux gens qui connaissent un peu le droit, et donc ça rebute pas mal de gens. Il s'agit là de comment dire, de rendre populaires les débats, accessibles, et c'est une véritable difficulté. Ensuite, il y a une troisième difficulté, c'est que s'engager dans ce débat, c'est compliqué. Quand bien même on commence à maîtriser les questions stratégiques de fond qu'il faut régler pour assurer la souveraineté du peuple et de la nation. Comment on fait sur le plan pratique à l'échelle locale pour contacter les citoyens? Est-ce qu'on fait des tracts? Est-ce qu'on fait des conférences débats? Qui va parler? Est-ce qu'on est suffisamment costaud pour avoir un discours qui va apporter quelque chose? Tout ça, ça ne se fait pas comme ça, c'est compliqué. Et puis après, il y a encore une autre difficulté, c'est que la campagne du boycott heurte des convictions, par exemple la conviction classique, la formule classique, il y en a qui sont morts pour avoir le droit de vote, et donc c'est très mal de ne pas voter. Mais non, c'est un très mauvais raisonnement. Le boycott, c'est une action politique de déconstitution, déconstituante, préalable et nécessaire avant le moment constituant. Et donc, c'est une action politique. Il faut expliquer et convaincre de ça. Ça n'est pas intuitif et ça nécessite des explications. Et surtout auprès de gens qui ont des engagements politiques, parce que là, ça veut dire que nous contournons tous les candidats. Nous nous opposons à tous les candidats, quels qu'ils soient, à l'élection présidentielle. Et même chose aux élections législatives, les candidats constituants vont s'adresser d'abord aux abstentionnistes pour leur demander de revenir aux urnes, mais ils vont s'adresser aussi aux électeurs des autres partis politiques. Et l'ambition est de vider un petit peu tous ces partis qui ont failli ces dernières décennies. Donc, il va y avoir du frottement avec les membres de ces partis politiques, nécessairement. Il faut assumer ces frottements nécessaires, mais c'est le débat politique. Et il faut
il faut l'assumer, voilà. C'est pas, c'est une difficulté, oui, qui existe. Comment on a une question sur Internet de Camille qui nous demandait, enfin les ambitions que vous fixez sont très élevées et elle posait finalement la question de la cohérence entre les moyens dont vous pouvez disposer et peut-être même, enfin en général, les mouvements qui sont en faveur d'un changement de la Constitution par rapport à des ambitions et des objectifs qui apparaissent comme très ambitieux. Ben, je répondrai deux choses. D'abord, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un idéal. Et donc, nous fixons ça comme idéal. Et puis la deuxième chose, pour reprendre la formule du général de Gaulle, l'intendance suivra. C'est-à-dire qu'on fixe d'abord ce qui paraît juste, nécessaire, la ligne politique qui nous paraît adaptée aux circonstances, à nous et aux citoyens de faire en sorte qu'elle se traduise en réalité. Voilà, on ne peut pas dire plus, mais on ne peut pas en rabattre au motif que les moyens n'existent pas. Oui, les moyens n'existent pas, évidemment. Ils n'existent jamais si on ne définit pas à l'avance un cap. C'est parce qu'on fixe un cap que les moyens ensuite vont se trouver. D'accord. Et on a une autre question de Jérémy qui nous disait que voilà les plus frileux à un changement de constitution évoquent souvent le risque d'instabilité politique que garantirait malgré tout actuellement la cinquième République malgré ses défauts. Qu'est-ce que vous répondez à ce risque d'instabilité? Alors, d'abord, c'est pas la cinquième République qui garantit la stabilité. La situation est très instable. Crise sanitaire, je ne sais pas où vous voyez, votre correspondant voit de la stabilité, moi je n'en vois Celle pas. des On est en institutions, pleine disons. crise sanitaire. La vie politique est très très compliquée. C'est un blocage politique, une faillite politique. Je pense que votre correspondant fait référence à la quatrième République, que l'on oppose à la cinquième République du fait de son instabilité supposée. Ce sont les gaullistes qui ont développé cet argument pour renforcer le soutien à la cinquième République en utilisant cet argument qui est assez déplacé finalement. C'est vrai qu'il y avait une instabilité ministérielle sous la quatrième République, mais la quatrième République, c'est quand même celle des 30 glorieuses. Il n'y avait pas d'instabilité économique, il n'y avait pas de chômage. C'est là où il y a eu de grandes avancées sociales pendant la quatrième République. Alors oui, il y avait une instabilité ministérielle, mais en fait, on s'en fout. C'est pas le problème. Le problème, c'est la continuité de la vie démocratique, la continuité de l'activité économique, sociale, le progrès social. Alors, aujourd'hui, on est devant une situation électorale avec l'élection législative, un mode d'élection législative qui ne va pas du tout. Le système majoritaire utilisé pour les scrutins législatifs ne reflète pas, non pas la sociologie. Une assemblée nationale n'est pas faite pour représenter la sociologie d'un pays. Elle est faite pour représenter les opinions politiques. C'est ça, une assemblée nationale. Et c'est pas le cas. Parce que reprenez par exemple Madame Le Pen. Moi, je suis évidemment un opposant au Front National. Mais Madame Le Pen obtient, je crois, 35% au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017, quelque chose comme ça. Et vous savez combien elle a de députés à l'Assemblée? 8, hein. Elle a 1% des députés. Elle a 1% des députés. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Monsieur Mélenchon, il fait aussi un très bon score. Il fait 19% au premier tour de la présidentielle en 2017.
je ne suis pas pour Monsieur Mélenchon. Et combien a-t-il de députés? Je crois 17 ou quelque chose comme 16 ça. ou 17, ouais. Bon, mais on voit bien que ça ne va pas du tout. Le seuil de 5% qui est demandé pour entrer au Parlement, c'est inacceptable. Il ne devrait pas y avoir de seuil. Donc, il y a, avec le système actuel majoritaire, une déformation de la représentation des opinions politiques, des courants politiques. Il faut revoir le mode de scrutin. D'ailleurs, nous terminons un livre blanc constituant sur le sujet, dans lequel nous allons faire des propositions de retour à la proportionnelle nationale, pas départementale, pas par liste départementale comme en 86, avec prime majoritaire. Voilà, j'en dis pas plus, on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour donner une majorité stable grâce à la prime majoritaire à une assemblée, un régime primo-ministériel. Parce qu'un régime primo-ministériel qui a pour vocation de remplacer le système présidentialiste ne peut exister que s'il existe un mode d'élection législative qui le permette. Et le système actuel majoritaire ne le permet pas. Vous pensez... Alors j'ai vu sur le site du ministère de l'Intérieur que une campagne des législatives pouvait se lancer déjà 1 an en amont des élections par la désignation d'un mandataire financier. Ça veut dire que logiquement, enfin il y a même déjà des partis qui ont lancé leur campagne pour les législatives. Ça veut dire que là, dans les tout prochains mois, ou peut-être même c'est des choses que vous êtes en train de vous préparer très concrètement pour voir quel candidat serait, quelle personne serait candidate? Nous commençons à inviter les gens qui partagent cette façon de voir les choses à discuter pour la désignation d'un candidat. Mais ça ne se fera sur le plan pratique qu'après les élections régionales de juin, si elles se tiennent. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez ajouter? J'ai un point tout à fait conjoncturel, qui est la campagne que nous venons de lancer sur la taxe Alibaba. Alibaba, c'est pas l'entreprise chinoise, c'est le conte des 1001 nuits, Alibaba, les 40 voleurs. Alors, quel rapport avec une taxe? Bien, parce que le magazine Forbes identifie 40 milliardaires français. Et nous pensons qu'il faut faire décroître la fortune, le patrimoine des milliardaires au point de le plafonner, et que cette question doit être constitutionnalisée. Et nous avons calculé que d'abord, on observe que ces milliardaires ont encore gagné énormément d'argent en 1 an, en pleine pandémie, alors que des tas de gens ont perdu leur emploi et du revenu. Et donc, nous estimons que le principe d'égalité implique que ces milliardaires financent un salaire pour les étudiants, en moyenne niveau SMIC, et le RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans, qui sont privés de tout revenu. Ça coûte 36 milliards d'euros par an, et on montre comment on peut facilement, par une petite taxe progressive de 0,5% par tranche, qui augmente de 0,5% par tranche de 1 milliard, collecter les 36 milliards annuels nécessaires au paiement d'un salaire étudiant et du RSA pour les jeunes. Donc, on a lancé une pétition. Les gens qui sont d'accord avec ça, peuvent aller sur le site de la Dynamique populaire constituante et signer la pétition. Ils feront une bonne action. Alors j'ai 2 questions pour terminer notre entretien. La première, c'est qu'on voudrait savoir comment, finalement, dans quel environnement intellectuel vous vivez. C'est-à-dire que comment est-ce que vous vous informez, qu'est-ce que vous lisez comme médias d'information,
est-ce qu'il y a des livres qui vous ont marqué tout dernièrement? Alors, sur le plan des médias, moi, je lis tous les jours, enfin, je lis, je regarde les titres et je stocke les articles qui concernent des dossiers sur lesquels je travaille. Et donc, je lis, euh, je suis abonné au Wall Street Journal, je suis abonné à l'Humanité, au Monde, au Figaro, aux Échos, pour le papier. Et je reçois ça sous forme papier, sauf le Wall Street Journal. Euh, Ensuite, je regarde pas mal de médias comme le vôtre, parce que c'est là qu'il y a les innovations. Pourquoi je lis la presse mainstream? C'est pour avoir l'idéologie de la classe dominante. Hein, c'est pour savoir quels sont les axes, la vie politique, etc. Et puis, donc, les blogs, les médias comme vous, parce que vous faites venir des gens qui sont en dehors du système, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas dans le système qu'on va trouver des solutions, c'est à l'extérieur. Et donc, je passe pas mal de temps à cela. Et puis après, il y a les livres, et là, je suis en train de terminer un gros pavé sur la notion d'élection en droit constitutionnel, qui est tout à fait passionnant. Il y a quelques intellectuels qui écrivent des choses tout à fait passionnantes. Et là, j'ai La force de gouverner de Nicolas Rousselier aussi, et puis encore beaucoup de choses comme le dernier bouquin de Todd, celui de Jérôme Fourquet. Bon, bref, pas mal de livres qui traitent alors des questions économiques et financières, un petit peu moins qu'avant, parce que c'est quand même mon métier de base. J'en lis moins, je continue à en lire, mais moins. Toujours beaucoup de choses sur l'Union européenne, et puis de plus en plus là sur les questions constitutionnelles, euh, avec y compris des textes de constitutionnalistes un petit peu pointus qui nécessitent beaucoup d'efforts. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste du tout. Et alors notre dernière question, là la touche spécifique aux médias, à quoi est-ce que vous pensez lorsqu'on évoque le pluralisme? Alors, le pluralisme, il faut le distinguer selon le type de support. Si on prend les supports papier, les journaux, qui sont en grande difficulté aujourd'hui, les journaux papier, traditionnellement, les journaux papier étaient des journaux d'opinion. C'est là qu'il y avait les opinions, en fait. Et c'est ce qui justifie, je crois, les aides publiques à la presse. Je pense que là, il faut revoir le système d'aide publique. Je pense que le principe doit demeurer. Il faut aider la presse d'opinion à exister. Mais en même temps, il faut prendre des mesures anti-concentration. Je reste toujours dans la presse papier, quotidienne, régionale, les mensuels, etc. Il faut prendre des mesures anti-concentration de façon tout à fait claire, en interdisant la propriété des médias par des groupes bancaires, financiers, etc. Trouver une formule de propriété type coopérative par les journalistes eux-mêmes, avec une charte particulière des journalistes, une sorte d'équivalent pour l'inamovibilité, en quelque sorte, le principe d'inamovibilité qui s'applique aux magistrats devrait l'être peut-être pour les journalistes. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Euh, Ça, c'est pour la presse papier. Pour les médias publics, télé, radio, là, il y a un gros problème parce que on voit que les médias publics, l'audiovisuel public continue à servir la soupe au gouvernement en place, à la classe dominante. C'est sur le plan politique une absence totale de diversité.
Donc, moi, j'ai connu l'époque en 81 où ils avaient introduit des journalistes de gauche, communistes y compris, dans les médias publics, à la télé, à la radio. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut revoir complètement la finalité de l'audiovisuel public, son organisation et sa stratégie, en fait, parce que là, il n'y a pas de pluralisme. Il faut introduire le pluralisme. Et puis après, il y a les médias privés. Je pense que beaucoup de ces médias privés, audiovisuels privés, doivent satisfaire à un cahier des charges qui impose le pluralisme. Il y a déjà des lois, par exemple, en matière culturelle, pour le cinéma, pour la musique, l'obligation d'avoir des quotas de films français et de musique française. C'est très bien, parce que s'il n'y avait pas ces quotas, la culture française aurait été balayée depuis longtemps de ces médias par la culture mainstream anglo-saxonne. Il faut faire pareil pour les idées et imposer par la loi un certain nombre de règles. Bon, voilà, de façon assez rapide, quelques idées sur le sujet. Bien, merci Jacques Nikonov, et on reste en contact. Merci à vous, et moi je vous souhaite bonne chance dans votre carrière de médias, de nouveaux médias. On reviendra vers vous pour se tenir au courant de l'évolution de la dynamique. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt pour découvrir d'autres mouvements qui militent en faveur d'un changement de la Constitution. Le pluraliste vit grâce à vos dons. Vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. On se laisse 1 an pour viabiliser le média et pouvoir commencer à en vivre. Alors on compte sur vous. À très vite.